Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, pour un nouveau bilan lecture, vu que j'ai fini mes 4 livres. Alors, pour moi ça va pas être évident de vous parler de la première lecture, parce que cette lecture a été relativement compliquée à lire, voilà. C'est un livre de 1110 pages que j'ai lu, et ce livre n'est autre que donc Blonde de Joyce Carol Oates aux éditions Le Livre de Poche. Alors, dur à lire comme je vous l'ai dit parce que 1110 pages, dur à lire parce que l'auteur a une écriture relativement difficile à lire, une écriture difficile à... Enfin, un univers difficile à comprendre plutôt, voilà. Donc là ici, comme vous l'aurez compris, nous allons parler de Marilyn Monroe. Voilà, c'est une sorte de biographie dont l'auteur va nous parler dans ce livre. Alors, en gros, je vais essayer d'être clair et concis. Donc, Marilyn Monroe, avant d'être elle, s'appelait Norma Jane. Voilà. Elle n'a jamais eu une vie très facile, voilà, parce que sa mère était atteinte de schizophrénie paranoïaque. Et donc du coup, elle a dû confier sa fille à sa mère, tout simplement. Voilà, donc Norma Jane a vécu quelques années avec sa grand-mère jusqu'au jour où sa mère a décidé de la récupérer, voilà, parce qu'elle allait mieux, enfin elle pensait qu'elle allait mieux. Voilà. Sauf que ce petit bonheur-là n'a duré qu'un an, vu que la mère de Norma Jane a eu une autre crise de schizophrénie, voilà, qui a malheureusement amené Norma Jane à vivre en orphelinat, vu que plus personne ne pouvait la garder, ni sa famille, vu qu'elle n'en avait plus, ni les amis de sa mère. Voilà. Et donc du coup elle a vécu comme ça en orphelinat pendant quelques années jusqu'à ce que elle aille de famille d'accueil en famille d'accueil, malheureusement pour elle. Donc ce qu'on peut dire de Norma Jane, c'est que c'était une fille très très belle, voilà, qui malheureusement était assez précoce, vu qu'à l'âge de 12 ans elle avait déjà un corps, le corps d'une femme de 20. Tout simplement, elle était déjà bien formée et elle plaisait aux hommes, beaucoup, beaucoup trop. D'ailleurs, ce qui a fait qu'à l'âge de 17 ans, elle a été mariée à un jeune homme de 21. Voilà. Et pendant cette période-là, voilà, donc au lieu d'être une bonne femme au foyer, malheureusement, pendant cette période qui était la période de la Seconde Guerre mondiale, son mari a décidé, bien évidemment, je sais plus le mot, de faire l'armée, tout simplement. Voilà, il a décidé de s'engager, voilà, je cherchais le mot, de s'engager dans l'armée, et il s'est engagé dans la marine marchande pendant 8 mois. Donc pendant ces 8 mois, Norma Jane, elle, a décidé de travailler, tout simplement, pour subvenir elle-même à ses besoins, parce qu'elle ne voulait pas vivre avec sa belle famille. Voilà. Et donc elle a décidé de travailler dans une usine d'armement. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là que sa vie a changé, vu qu'elle est repérée par un photographe qui photographiait les ouvrières, tout simplement, celles qui remplaçaient les hommes qui étaient partis à la guerre. Voilà, et étant fort photogénique, Norma Jane a été repérée par ce fameux photographe et lui a proposé un job en tant que mannequin et pin-up. Voilà. Et c'est un job qu'elle accepte, bien évidemment, et qui est beaucoup mieux payé que à l'usine d'armement. Donc pendant les mois où son mari est parti, donc elle devient mannequin, et à force de faire ses photos, elle a finalement, fini par être repérée donc, par un studio, voilà, un studio de cinéma, et elle va finir par réaliser son rêve, qui est de devenir actrice, voilà, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans ce monde-là du cinéma hollywoodien, voilà, c'est un monde d'hommes, et
ce monde d'hommes est malheureusement, comment dire, n'est pas très très simple pour une femme, tout simplement parce que si tu veux réussir, il faut que tu couches, tout simplement, c'était la loi comme ça, voilà. Et donc Norma Jane a bien compris cette chose-là. Donc malheureusement, à un moment donné, elle s'est fait violer, tout simplement, par le directeur de ce studio de cinéma. Et en fait, donc, elle a commencé à avoir une mini carrière en tant qu'actrice, mais voilà, comme son nom de Norma Jane n'était pas tellement bon pour son image, donc ils ont décidé de changer son nom et son prénom. Donc ils ont pris comme prénom Marilyn, et c'est tout simplement Norma Jane qui a trouvé le prénom de Monroe, qu'elle voilà. Donc elle a pris ce nom qui était le nom de sa grand-mère maternelle, voilà, pour lui rendre un petit hommage. Donc elle est devenue Marilyn Monroe, voilà. Donc il n'y a pas que son nom qui a été changé, bien évidemment. On a aussi changé son look, donc ses cheveux, ses dents ont été rehaussées, elle a refait faire son nez pour devenir l'actrice qu'on connaît, tout simplement. Alors on peut dire que la vie d'actrice pour elle n'a pas été très simple, parce que, étant blonde, on l'a prise un peu pour une cruche, voilà, on la prenait pour une blonde sans cervelle. Et elle voulait prouver qu'elle était plus qu'une blonde sans cervelle, vu qu'elle était très intelligente, hein, il faut le savoir. Voilà. Et elle faisait vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir un grand rôle qui la ferait vraiment connaître, tout simplement, pour qu'elle ait son nom à l'affiche. Donc voilà. Donc tout ce qu'elle faisait, c'était qu'elle, comment dire, elle prenait ses textes chez elle et elle les apprenait par cœur. Voilà, elle faisait aussi des cours d'art dramatique. Donc voilà. Et elle a fait aussi de l'équitation, voilà, voilà tout ce qu'elle a fait pour vraiment compléter sa formation d'actrice. Et ses efforts payent, vu qu'au fur et à mesure, voilà, on lui donne des rôles un petit peu plus importants qui vont faire gagner des millions à ces studios d'Hollywood. Voilà, tout en sachant qu'elle, de son côté, n'était vraiment pas payée à la hauteur du succès, des succès qu'elle rapportait. Voilà. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que par rapport à son métier d'actrice, voilà, ce que les studios aussi faisaient malheureusement, c'est qu'ils donnaient, il y avait beaucoup de, comment dire, de médicaments qui circulaient. Voilà, comme les actrices avaient, comment dire, beaucoup de scènes à jouer et que ça se faisait non-stop, du coup, il fallait qu'elles tiennent le coup. Donc pour tenir le coup, les studios faisaient appel à des médecins qui malheureusement, comment dire, pratiquaient des piqûres ou donnaient tout simplement des médicaments pour soit comment dire, soit les remotiver, ou soit, donc le soir, hein, quand elles avaient bien fini leur scène, pour qu'elles puissent s'endormir sans problème. Voilà. Donc là, on suit vraiment la vie de Marilyn Monroe, mais c'est assez compliqué à lire parce que, ben, comme je vous l'ai dit, l'autrice a une plume très particulière. Voilà, il n'y a pas ou peu de dialogue, donc ce qui fait que la lecture est relativement lourde. Voilà. Et on est vraiment dans la tête de Marilyn Monroe, qui est une fille intelligente, mais beaucoup trop intelligente pour le commun des mortels. Voilà, parce qu'elle a des réflexions particulières, des pensées aussi particulières, ce qui fait que les gens avaient du mal à la comprendre. Voilà, même au niveau de ses maris, parce qu'elle a été mariée donc 3 fois en tout, donc avec le premier de 21 ans, avec qui ça n'a pas duré, hein, bien évidemment. Le deuxième, c'était un ex-joueur de baseball, voilà, avec qui elle a été mariée que quelques mois. Et le dernier, donc, c'était un dramaturge avec qui elle a été mariée, je pense, quelques années, mais ça n'a pas absolument pas duré non plus. Et on voit au fur et à mesure, malheureusement, le déclin de Marilyn Monroe. Et aussi, il y a aussi la scène avec, donc, bien sûr, son histoire d'amour avec le président des États-Unis, donc JFK.
Et il y a une scène en particulier qui, moi, alors, dans le livre, ça ne m'a pas plus choquée que ça, mais une fois avoir lu le livre, j'ai décidé de regarder le film qu'il y a sur Netflix. Alors, je vais y arriver. Et en fait, donc, qui est tiré du livre, hein, tout simplement de l'autrice. Et en fait, à un moment donné, donc il y a la fameuse scène avec le président des États-Unis. Et quand j'ai vu la scène de mes yeux, j'ai, franchement, sans être frigide, sans être, voilà, cuculapraline, franchement, moi, cette scène m'a véritablement choquée. Voilà, ça m'a choquée. Je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment elle a pu faire ça, quoi? Voilà. Donc voilà, en gros, ce que ce livre va raconter, mais d'une façon assez particulière. Donc, moi, pour moi, ça a été relativement compliqué de le lire. J'ai cru, voilà, faire la traversée du désert, voilà, ou essayer de grimper le mont Olympe. Voilà, ce qui a été relativement compliqué pour moi, mais je tenais vraiment à finir ce livre parce que 1110 pages, voilà, parce qu'au bout d'un moment, j'étais arrivée au milieu et puis que je me suis dit que ça serait bête que j'arrête. Arrivée au milieu du livre, voilà, il y a des gens qui l'ont abandonné après 50 pages. Moi, j'ai réussi à tenir le coup, mais ce n'est pas vraiment un livre que je conseille à tout le monde. Voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup de bouteilles pour lire ce livre et surtout pour lire cet auteur. Voilà. Donc, si vous avez vraiment envie de tenter, ben écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est accrochez-vous. Sinon, ne le lisez pas. Si vous, je préférerais en fait vous conseiller de regarder le film sur Netflix. Voilà, tout simplement parce que le film est un petit peu plus compréhensible que le livre. Voilà. Donc voilà, donc le livre de Joyce Carol Oates, Blonde, aux éditions Livre de Poche. Donc, après avoir lu ce livre, qui a été très compliqué, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je me suis lancée dans de la fantaisie. Voilà, vu que j'ai lu Un palais d'épinets et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc, ce livre, ça a été une bouffée d'air frais. Excusez-moi. Mais je vais m'en sortir. Donc, ça a été une bouffée d'air frais. Voilà, vu que là, on est vraiment dans un univers totalement différent, avec une plume beaucoup plus légère. Alors, ce livre est un, comment dire, est une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà, il y a effectivement des petites consonances au dessin animé Disney. Voilà, je vais y arriver. Mais pour moi, ça ne m'a absolument pas dérangée. Voilà, donc dans cette histoire, on est avec Fer, qui est une jeune fille qui est malheureusement pauvre. Voilà, sa famille a perdu toute sa fortune lors de la mort de sa mère. Voilà, donc elle se retrouve seule avec son père et ses deux sœurs. Donc ces deux sœurs ne l'aident absolument pas à subvenir aux besoins de sa famille, vu que ce sont des petites princesses. Enfin, elles se prennent surtout pour des princesses, voilà. Son père, malheureusement, ne peut subvenir à leurs besoins vu qu'il a eu un... pas vraiment un accident, mais on l'a passé à tabac et en fait, du coup, il a perdu l'usage d'une de ses jambes, donc il boite relativement fort, donc il ne peut quasiment plus rien faire à cause de ça. Voilà, donc c'est Fer qui, elle, subvient aux besoins de sa famille en chassant, tout simplement. Donc elle part en forêt pour chasser et un jour, elle tombe sur une biche, voilà, qui est en train de manger de l'herbe. Tout simplement, je vais y arriver, hein. Ma gorge m'énerve. Voilà, et malheureusement, en levant les yeux, elle va s'apercevoir qu'il y a un énorme loup qui est très intéressé aussi par cette petite biche. Voilà, donc elle essaye de ne pas faire de bruit pour voir ce qu'il va se passer, si le loup la voit ou pas. Le loup ne la remarque pas, il tue la biche, et donc Fer va en profiter pour tuer le loup.
Voilà. Donc elle revient chez elle avec le corps de la biche et la peau du loup. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle vient de commettre une chose terrible, c'est que ce loup n'est autre qu'un faé, voilà, un grand faé, qui fait partie des immortels. Voilà, donc dans ce pays, qui est le pays où vit donc Fer, nous avons, je vais vous le faire voir, voilà. Voilà comment est le pays de Fer. Donc ici. Donc là, ici, nous avons un mur. Voilà. Là, ici, il y a la terre des mortels. D'accord? On a aussi de l'autre côté, là, ici, la terre des mortels. Voilà. Malheureusement, Fer, au moment où elle a tué cette biche, elle est passée de l'autre côté du mur. Voilà. Sans vraiment s'en rendre compte. Et elle a tué un loup, donc, qui faisait partie des immortels. Donc, tout ça ici, tout ce pays-là, fait partie du pays des immortels. Voilà. Donc, un jour, malheureusement, un soir plutôt, ou une matinée, enfin je sais plus. Voilà, un loup va débarquer chez elle et il va tout simplement vouloir réparation pour l'assassinat de son compagnon. Et il va demander qui a bien pu le tuer. Fer va tout simplement dire que c'est elle. Et donc du coup le loup va tout simplement lui dire voilà, vu que tu as tué mon compagnon, tu es obligé de venir avec moi dans mon royaume, voilà, pour réparation du meurtre que tu as commis, voilà, selon un traité qui aurait été fait entre les mortels et les immortels pour que tout, voilà, pour que tout soit bien clair, pour que les mortels ne tuent pas les immortels et vice versa. Voilà, donc comme elle a tué un immortel, elle doit réparation, donc elle part avec ce loup, et elle découvre que ce loup n'est autre que le seigneur du royaume du printemps. Voilà, et ce seigneur va tout simplement lui expliquer qu'il y a une malédiction dans son royaume, voilà, dans le royaume du printemps. Ce qui fait que du coup, ils sont obligés de porter des masques. Voilà, ils ne peuvent pas les enlever. Ce n'est qu'une fois que la malédiction sera totalement levée qu'ils pourront enlever leur masque. Donc la malédiction va s'étendre. Malheureusement, donc Fer va essayer de tout faire pour, comment dire, sauver le royaume de ce seigneur. Voilà. Et par un concours de circonstances, voilà, elle va tout simplement y arriver. Voilà, elle va vite comprendre ce qu'il s'est passé, pourquoi le royaume, enfin les différents royaumes des immortels ont cette malédiction. Et donc du coup, on va suivre Fer dans cette grande aventure qui était vraiment sympathique à lire. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Moi, j'ai trouvé que le début n'était pas du tout long, parce qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé que le début de cette histoire était très long, alors que moi, pas du tout. Voilà, moi, j'ai dévoré ce livre, à part à la fin. Voilà, moi, par contre, la fin, je l'ai trouvée relativement longue, et j'étais vraiment pressée que ça se termine. Voilà, et j'ai été vraiment très contente d'avoir lu ce livre. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans de la fantasy, allez-y, donc il y a 1, 2, 3, 4 autres tomes. Voilà, donc il y a un palais de colère et de brume, un palais de cendres et de ruines, un palais de glace et de lumière, et un palais de flammes et d'argent. Voilà, donc moi j'en suis qu'au premier tome. Je continuerai la série, voilà, par la suite, hein, je sais pas trop quand, mais je sais que je vais la continuer. Voilà, donc un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Ensuite, donc en troisième livre, j'ai décidé de lire un Arsène Lupin, Dorothée danseuse de cordes de Maurice Leblanc aux éditions Hachette Le Monde. Voilà, donc là dans cette histoire, nous ne sommes pas avec Arsène Lupin. Voilà, Arsène Lupin n'existe pas dans cette histoire. Nous ne sommes qu'avec que Dorothée, qui est une saltimbanque, qui vit dans une roulotte, voilà, avec ses enfants, qu'elle a, comment dire, qu'elle a adopté. Voilà, c'était des petits orphelins qu'elle a adoptés et qu'elle mène avec elle sur les routes
de France, un peu partout, là où il y a des fêtes foraines. Voilà, qui se déroulent. Elle va avec ses compagnons dans ces différentes fêtes foraines et puis ils font leur petit numéro. Elle est cartomancienne, elle lit les lignes de la main, voilà, elle fait son petit spectacle avec ses enfants. Tout simplement. Et un jour, voilà, alors qu'ils sont sur la route, elle va entendre le nom d'une propriété qui va lui faire tilt parce que cette propriété, son père aurait dit plusieurs fois le nom de cette propriété avant de mourir et du coup elle est très intriguée par ce qui se passe dans cette propriété, pourquoi son père a dit le nom de cette propriété. Donc avec ses amis, donc elle y va. Donc elle commence à faire son petit numéro et tout avec ses enfants. Et à un moment donné, donc elle va voir les propriétaires de ce domaine. Et elle va vite se rendre compte que les propriétaires connaissent son père, tout simplement parce que il fait partie de cette famille. Voilà, c'est tout simplement le cousin des propriétaires de ce domaine. Donc elle fait en fait partie de la famille. C'est une petite nièce, ou une petite cousin nièce. Ouais, enfin bref, une toute petite cousine. Ou une nièce, je sais pas, enfin bref. Moi, les trucs parentaux, moi, les lignes et tout ça, moi, j'y connais rien. Voilà, et donc du coup, elle va vite se rendre compte que son père, avec donc ses cousins, recherchait en fait un trésor, le trésor de leur ancêtre. En fait, apparemment, il l'aurait caché dans un endroit. Voilà, donc elle va avoir rendez-vous dans une autre ville grâce à une médaille où il y a marqué une date et une heure. Voilà, donc elle va aller dans cette ville et c'est grâce à ça qu'elle va réussir enfin, ou qu'elle va essayer plutôt de résoudre cette fameuse énigme. Donc voilà. Donc Maurice Leblanc va nous raconter toute cette histoire-là. Alors ça a été une histoire assez simple à lire, voilà, assez féministe, hein, voilà, parce que Dorothée est très présente dans cette histoire. Elle est, comment dire, elle est solaire, elle a un peu l'esprit d'Arsène Lupin, hein, elle résout cette énigme d'une main de fer. Voilà, elle comprend très très vite les choses, elle est très intelligente. Et ça a été une très bonne histoire pour moi, donc si vous avez envie de tenter cette histoire, euh, allez-y, lancez-vous, vous pouvez y aller sans problème. Donc voilà, donc Arsène Lupin, Dorothée, danseuse de cordes, par Maurice Leblanc, aux éditions Hachette Le Monde. Voilà. Et en dernière lecture, je vais m'en sortir. J'ai lu donc un classique, j'ai lu 20 ans après d'Alexandre Dumas, aux éditions donc Collection A, Levasseur et Si. Voilà. Qui est la suite des Trois Mousquetaires. Donc dans cette histoire, nous nous retrouvons 20 ans après, l'affaire déférée de la reine. Nous retrouvons D'Artagnan qui est devenu le lieutenant des mousquetaires, mais qui a une vie assez commune, voilà, il s'ennuie un petit peu dans son rôle de lieutenant. Il va être appelé par Mazarin, qui est le nouveau cardinal, voilà, vu que Richelieu est décédé. Donc il va lui confier une certaine mission. Alors il n'est pas très très chaud pour travailler sous les ordres de Mazarin, vu que Mazarin est haï par le peuple, par une partie du peuple. Voilà, hein, on voudrait sa tête à Mazarin. Mais comme il est très très proche de la reine, vu qu'il est marié avec elle, voilà, ils se sont mariés en secret. Donc il s'est marié avec Anne d'Autriche. Donc du coup la reine, le protège, tout simplement. Voilà. Et malheureusement, Paris gronde, Paris n'en peut plus, surtout le peuple n'en peut plus, parce qu'il y a une montée des taxes et voilà, et donc du coup le peuple gronde, c'est au moment de la fronde, voilà, la fronde ne va pas tarder à frapper. Et donc du coup D'Artagnan va devoir rappeler donc ses amis, donc les trois mousquetaires, donc Athos, Porthos et Aramis. Malheureusement, ces trois mousquetaires font leur vie chacun de leur côté.
Il va leur demander leur aide, sauf que il n'y a que Porthos qui va répondre à l'appel de D'Artagnan, vu que lui, ça ne le dérange pas de travailler pour Mazarin, même si ce n'est pas son meilleur ami. Voilà, mais comme il aime beaucoup D'Artagnan, il va bien vouloir travailler avec lui. Sauf que Aramis et Athos, malheureusement, eux, font partie des frondeurs. Voilà, donc le groupe va être séparé pour bien sûr, bien évidemment, durant leur aventure, pour mieux se retrouver. Voilà, parce que par un concours de circonstances, ils vont devoir aussi essayer de sauver le roi Charles Ier, qui est le roi d'Angleterre. Voilà. Ils vont essayer de le sauver d'une exécution, voilà, parce que les Anglais veulent la tête de Charles Ier et ils font tout pour essayer de l'avoir et les mousquetaires vont essayer d'aider Charles Ier pour que sa tête ne saute pas. Voilà, donc il y a plein de petites choses qui vont se passer. On va aussi retrouver le fils de Milady de Winter, voilà, qui lui va n'avoir qu'une obsession, c'est se venger de la mort de sa mère, voilà. Donc il va essayer de se venger des mousquetaires, de son oncle, du roi, voilà, parce que lui, le fils de Milady de Winter a tout perdu. Voilà, le jour où sa mère est décédée, il a tout perdu, il a perdu son titre, il a perdu sa fortune. Voilà, tout le monde l'a renié et il en veut au monde entier. Donc il essaye tant bien que mal de se venger des mousquetaires du roi et de son oncle. Et voilà, et donc du coup les mousquetaires vont avoir affaire à ça, ils vont avoir affaire à peut-être à l'exécution de Charles Ier qu'ils vont essayer d'empêcher. Voilà, ils vont devoir, comment dire, aider Mazarin aussi et la reine Anne d'Autriche. Voilà, parce que Anne d'Autriche voudrait essayer de protéger donc ses enfants, donc le roi Louis XIV, hein, voilà, qui n'a que 10 ans et qui ne peut pas encore monter sur le trône. Voilà, et puis son petit frère, le fameux monsieur, voilà, qui est encore très très jeune à cette époque-là. Donc voilà, donc on va suivre toute cette aventure que j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé cette aventure. J'aime beaucoup la plume d'Alexandre Dumas. Alors, ce qui est bien avec Alexandre Dumas, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues. Et heureusement, parce qu'il y a quand même quelques petites longueurs. Ce livre fait quand même un peu plus de 500 pages. Heureusement qu'il y a des illustrations et beaucoup de dialogues, parce que sinon, ma lecture aurait été beaucoup plus longue que ça. Voilà, mais si vous aimez les aventures de Cap et d'épée, si vous n'avez jamais lu Les Trois Mousquetaires ou que vous l'avez lu mais que vous n'avez pas lu la suite, je vous le conseille, voilà, cette suite était très très bien pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Donc Alexandre Dumas, 20 ans après, dans l'édition collection à Levasseur et Si. Donc voilà pour ce bilan lecture. Donc j'espère que j'ai été assez claire et concis. Alors ça a été relativement compliqué pour moi parce que ces lectures, ça fait un moment que je les ai lues, à part 20 ans après que je l'ai terminé hier. Voilà. Donc c'est un petit peu plus frais dans ma mémoire. Donc voilà, donc maintenant je vais vous présenter les livres que j'ai l'intention de lire pour ma prochaine palle. Donc j'ai l'intention de lire, et je l'ai commencé d'ailleurs, le fameux livre de Fabiano Mazzini, Les démons de Berlin, aux éditions Albin Michel. Alors c'est un livre que j'adore, voilà, je viens de le commencer et j'aime déjà beaucoup. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Voilà. J'ai aussi l'intention de lire le livre de Jean-Christophe Porte, Intouchable. Voilà, donc c'est un thriller. J'ai l'intention de lire Sherlock Holmes, Le train perdu d'Arthur Conan Doyle. Donc là, on est dans des petites nouvelles. Voilà, et en dernier livre, j'ai l'intention de lire de Lune et de sang de l'autrice Erin Beatty. Alors je ne sais pas comment on dit, mais bon, moi je l'appelle comme ça. D'Erin Beatty aux éditions Lumen. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. J'espère que mes prochaines lectures vous plaisent ou vous donnent peut-être envie de les acheter. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end.
Je sais pas si on dit un ou une. Enfin bref. Une très bonne fin de week. Un très bon fin de week. Je sais pas. Enfin bref, on s'en fout. Passez, passez un bon week-end. On va être plus clair que ça. Voilà. Je tiens en aparté à remercier vraiment les nouveaux abonnés qu'il y a sur ma chaîne. Merci à vous de vous être abonnés à ma chaîne. Je suis vraiment très contente. Et je remercie tout particulièrement donc Sylvie de la chaîne Bonheur en mots, voilà, qui a incité les gens à s'inscrire sur ma chaîne, voilà, qui a parlé de moi tout simplement, et je tiens vraiment à la remercier. Merci beaucoup de ton soutien, ça me touche vraiment. Voilà. Donc pour moi, je vous dis donc à la prochaine donc pour un nouveau bilan lecture. Je vous souhaite de très très bonnes lectures, une bonne fin de week-end et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.